la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur Outfront Media? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Déjà, quand on arrive ici, que fait l'entreprise ici? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est un real estate, mais très particulier ici. Vous constatez qu'on a un dividende ici de 6,74%. D'accord? On va essayer de déterminer si ce dividende-là est safe également. Donc, alors, quand on va sur l'entreprise, on regarde à peu près. Outfront Media, c'est quoi? Et je suis sûr que pour ceux qui sont en Europe, vous allez reconnaître cette compagnie-ci. Parce que je pense qu'elle est soit partenaire, soit elle appartient à une compagnie que vous connaissez. Je n'ai pas bien creusé ici, je n'ai pas trop creusé, mais voilà, vous allez le voir de vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, vous allez juste en bas ici. Donc, vous allez voir que on fait à peu près de l'immobilier. On fait à peu près, c'est de l'immobilier, mais un genre d'immobilier très particulier. Par exemple, vous avez les billboards. Donc, vous avez vu quand vous passez en voiture, vous voyez ces grands panneaux-ci. En fait, c'est de l'immobilier. Donc, en fait, cette entreprise loue cet espace-ci à la compagnie qui fait cette pub. D'accord? Ce n'est pas une compagnie qui fait de la pub. Donc, c'est elle loue juste cet espace-ci. Donc, elle paye des charges à la ville, des choses comme ça, et elle loue cet espace-ci. Donc, elle rentabilise cet espace-ci. D'accord? Donc, c'est ça son real estate. Vous avez ce genre de choses. Donc, au niveau des billboards, vous avez différents types de billboards. Hein. Donc, également, il n'y a pas que ça. Vous avez des billboards. Vous avez également, quand vous allez dans les bus, les trains, vous allez voir des choses comme ça. Donc, elle loue également cet espace-ci. Elle achète l'espace. D'accord? Donc, faites attention. Donc, ça peut être des partenariats à long terme, des choses comme ça. Donc, en fait, tout ce qui est dans la rue, etc., peut servir de panneau publicitaire. OK? Et elle s'arrange à avoir des ententes avec la ville ou bien avec certains particuliers pour avoir les meilleurs espaces. Parce que ces espaces-là ne sont pas juste décidés comme ça. Vous n'allez pas ouvrir un espace publicitaire dans votre salle de bain. Non, pas du tout. Ça sera un endroit assez achalandé, donc en plein centre-ville ou bien sur une autoroute ou qui est très achalandé. Donc, ici, c'est à peu près ce qu'elle fait. OK? Donc, allez-y, regardez, c'est une belle entreprise. Et je disais ici que vous allez peut-être reconnaître ce que l'entreprise fait ici. Alors, en fait, je n'arrive pas à avoir l'information. Enfin, que je n'arrive pas à avoir l'information. En fait, je pensais que vous connaissez l'entreprise JC Déco. Donc, JC Déco qui est une compagnie française, je pense bien. Vous allez remarquer que sur certains de leurs panneaux, vous allez voir Outfront à côté JC Déco. Donc, peut-être soit ils sont partenaires, soit, vous voyez ici, Outfront / JC Déco. Donc, allez-y, regardez ici. Je ne sais pas si l'un appartient à l'autre. Je ne sais pas laquelle entre les deux, ou bien ils sont juste partenaires, ou c'est juste des joint ventures. Donc, allez-y, regardez la nature de leur partenariat. D'accord? Donc, ici, c'est de l'immobilier, simple à comprendre, facile à comprendre. Donc, en même temps, vous voyez que l'avenir de ce secteur-là n'est pas menacé à la fin de la journée, sauf si tout le monde décède. Donc, quand on va regarder les rapports financiers ici, on regarde les AFFO, vous constatez que ces AFFO ont tendance à être stables. Ici, 2020, personne n'est allé dans la rue, donc à la fin de la journée, pas beaucoup de gens ont fait de la pub. Donc, les confinements, etc., ont fait du mal à cette compagnie-ci. Mais les prévisions reviennent à peu près à ce qu'on a connu aux alentours de 2019, d'accord? Donc, on va revenir à peu près à la moyenne. Donc, ici, les analystes prévoient à peu près 2,19$ d'ici 2024. Quand on regarde ces analystes-là, est-ce qu'ils sont nombreux? Bon, ils sont 3, c'est pas beaucoup non plus. Sur une période de 2 ans, ils ont forcément eu tort s'ils ont fait leur prévision en 2019. Parce que personne ne savait que 2020 et 2021 allaient ressembler à ça. D'accord? Donc, il faut faire attention à cette prévision-là. Donc, quand on va prendre en considération les bénéfices nets ici. Donc, on va déjà regarder à peu près la stabilité. Les AFFO ici, on doit déjà regarder la stabilité de ces AFFO-là. D'accord? C'est très important. Donc, je vais rentrer ici directement dans les rapports financiers pour voir est-ce que nous avons une entreprise ici qui a des revenus à peu près stables. Donc, on prend ici les revenus. D'accord? Donc, on prend les revenus, on enlève ça. Nous avons des revenus à peu près ici, je dirais, voilà, ils sont stables. On a une légère croissance ici de 1,72%, mais ça prend en considération cette période-ci. Avant cette période, on avait une croissance ici en 2019 à peu près de, je ne peux pas savoir quel était le niveau de croissance ici. Enfin, pas que je ne peux pas, je pourrais. Mais vous voyez ici que la croissance, on avait une croissance, légère croissance. On a connu une légère baisse, mais on essaie de revenir à la moyenne qu'on a connue en 2019. OK? Tout en pensant, quand vous allez lire les rapports financiers, il faut vérifier que l'entreprise ici de 2019 est la même qu'aujourd'hui. Il faut faire attention par rapport à ça. Ça n'a rien vendu, etc. Donc, OK? Donc, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais il faut toujours aller vérifier. Donc, on avait une légère croissance ici, d'accord? La croissance n'était pas exceptionnelle. Donc, quand on va regarder ici le nombre d'actions ici, on va regarder ça.
Alors, est-ce que le nombre d'actions augmentait? Vous savez qu'on essaie de regarder si le nombre d'actions augmente également. Donc, on a également un nombre d'actions qui est, voilà, je dirais à peu près stable depuis 2015. Il est déjà en stabilité, c'est correct. Est-ce que pendant la période de Covid, on a émis de nouvelles actions? Non, mais attention, on est à près de 164 millions d'actions au mois de juin 2022. Pourquoi? D'accord? Donc, ça peut être une erreur ici, mais il faut vérifier. D'accord? Donc, quand j'arrive sur cette entreprise, en termes de valorisation, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ici un cap rate de 5% également. Donc, ça sera mon cap rate de prédilection. Mais tout en sachant que vous devez aller approfondir les rapports financiers pour voir réellement quel est le cap rate dans cette industrie-là. Est-ce que c'est 6%? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 4%? Moi, déjà, en dessous de 4%, je n'y vais pas. Même si vous avez un cap rate de 3%. Je n'y vais pas du tout et parfois ça s'est vu sur une entreprise que j'évite généralement, j'évite d'analyser, qui je pense c'est une compagnie allemande, ça doit être Vonovia, un truc comme ça. J'évite d'analyser cette compagnie-là parce que j'ai regardé le cap rate et il est tout simplement tellement bas. Ils ont des cap rates de 3%, 2% carrément. Donc c'est-à-dire que quand ils achètent une entreprise, les loyers représentent 50 fois, ils achètent une entreprise, ils achètent des bâtiments je pense que c'est l'immobilier résidentiel. Ils achètent ces bâtiments-là à 50 fois les loyers. C'est comme si vous achetez à des PER de 50. C'est bien, mais si vous pensez qu'il y aura de la croissance au niveau des loyers, donc c'est bien, mais je pense que ces logements-là sont déjà assez cher payés. Donc, je ne sais pas quelle est leur stratégie derrière. C'est pour ça que cette entreprise-là, je me méfie un tout petit peu. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise entreprise. Hein. Mais je pense que je n'ai jamais vraiment analysé Vonovia à cause de ça. J'ai lu les rapports financiers et je vous assure que c'est même un casse-tête de lire ces rapports financiers, ils font des acquisitions, etc. Donc faites attention, je ne dirais pas que faites attention à cette compagnie-là. Regardez aussi tout le niveau d'endettement de cette compagnie-là. Parce que vous allez la voir ici, elle aura un PER très très bas, même avec un forward. Mais si vous creusez bien, vous allez vous rendre compte que la dette également aura tendance à être très très élevé. C'est la raison pour laquelle peut-être que ce PER bas est totalement justifié parce que les gens ne prennent jamais en considération la dette quand ils regardent les PER. Or, le PER, deux entreprises qui font la même chose, qui ont les mêmes marges mais qui ont un niveau d'endettement différent, il y aura une qui aura des PER plus élevés que l'autre. D'accord? Même si vous faites la même chose. Okay? Tout simplement parce que votre niveau d'endettement est un peu plus récent que l'autre. OK? Donc, il y a également des entreprises qui n'ont pas de dette, etc., qui ont des PER très très bas. Il y a des anomalies pareilles comme avec Stellantis. Donc, on revient ici. Donc, excusez-moi, j'ai souvent l'habitude de trop parler alors que ça ne concerne même pas ce dont on a que de regarder, ce qu'on fait ici aujourd'hui. Donc, ici, on a à peu près une entreprise qui aura à peu près 2,16$ d'ici 2024. Déjà, pourquoi est-ce que de 2023 à 2024, on a une baisse des revenus? Pourquoi? Pourquoi ça existe? Est-ce que c'est des contrats qui se terminent, qu'on n'a pas encore renouvelés et ça a été pris en compte dans cette analyse-ci, des choses comme ça? Il faut aller regarder ça. OK? Donc, moi, ici, je prends un AFFO de 20. D'accord? Je prends 20 pour les AFFO. Je sais que vous voyez ici en moyenne 13. Mais 13, ça peut également prendre en considération la dette nette. Donc, peut-être qu'ils ont déjà pris en considération cette dette nette-là. C'est pour ça que les AFFO ont tendance à être aux alentours de 13 fois le price to AFFO est aux alentours de 13. D'accord? Donc, 13 fois les AFFO. D'accord? Donc, ici, je prends 20 multiplié par 2,16, d'accord? Ça fait ici 43$ l'action, moins la dette nette. Donc, on va regarder la dette nette ici en date d'aujourd'hui, au dernier quarterly. On a une dette nette de 24,60$. Donc, moins 24,60$, ça nous donne une valorisation de 18,60$. Donc, le price to AFFO ici prend déjà en considération la dette. C'est pour ça qu'il est bas. Donc, je vous ai dit, faites attention à ce AFFO-là. C'est la même chose avec l'entreprise qu'on avait étudiée ici, SL Green, qui est attrayante sur le papier. Mais si vous regardez bien la compagnie, elle a une énorme dette. Et quand vous prenez en considération la dette, vous voyez que ce n'est pas une opportunité extraordinaire ici. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Vous devez acheter une entreprise toujours en prenant en considération la dette parce que la dette ne vous appartient pas. OK? Si cette compagnie commence à avoir des difficultés, il y a des mécanismes qui vont s'enclencher. Par exemple, si l'EBITDA va en dessous d'un certain ratio, le détenteur de la dette peut exiger que le remboursement soit effectué présentement, ce qui va mettre en mal l'entreprise, ce qui va entraîner la baisse des actions, ce qui peut également entraîner la faillite même de l'entreprise. Donc faites attention, la dette, c'est quelque chose de déterminant pour une entreprise. OK? Donc, ici, la valorisation sera aux alentours de 18,60$. D'accord? Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée ici. Si on prend en considération la dette, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas une opportunité d'investissement? Non.
On a une opportunité d'investissement du point de vue du dividende, dans le sens où nous avons un dividende de 6,74%. Il est safe et il représente ici un payout ratio à peu près de 62%. D'accord? Il y a une possibilité de croissance de ce dividende-là également. Vous pouvez également voir que dans le futur, alors, elle a tendance à peu près à garder son dividende à peu près stable. C'est vrai qu'à certains moments, elle le coupe, mais elle le coupe justement parce que non seulement elle est endettée, mais également elle essaye de se protéger par rapport au futur. Elle ne veut pas mettre en mal la compagnie parce qu'elle veut distribuer à peu près un dividende. Et il y a beaucoup de compagnies qui le font. D'accord? Comme par exemple, je ne dirais pas Intel, parce qu'Intel peut payer son dividende, mais je pense il aurait été préférable que Intel coupe totalement son dividende. Un peu également comme IBM, je ne sais pas si c'est le cas également d'IBM. Donc ça me vient comme ça pendant que je fais cette vidéo aussi. Donc le dividende, c'est bien, mais s'il vous plaît, arrêtez de réfléchir en termes de dividende. Réfléchissez en termes de AFF, en termes de rendement des free cash flow. Free cash flow yield, AFFO yield, parce qu'en fait, c'est ça qui vous appartient. D'accord? Si l'entreprise ne distribuait pas de dividendes, mais avait un yield de 10%, de 9,81%, ici, moi, je l'aurais acheté. Tout simplement parce que je sais que le AFFO, en fait, ou bien le free cash flow yield, dès le moment où on l'a, on va distribuer le capital. D'accord? Soit en rachetant des actions, d'accord? Soit en donnant un dividende. C'est vrai que les gens préfèrent le dividende parce qu'ils peuvent le réinvestir avec, entre parenthèses, la vue de dégager un revenu passif, blablabla, et tout ce qu'il peut avoir au-dessus. Mais ce n'est pas la meilleure manière de réfléchir quand vous essayez d'investir. Voilà, c'est vrai que si vous recherchez le rendement passif, un revenu passif, prenez-le en considération. Mais également, prenez les éventualités en compte. Je veux d'abord acheter une compagnie de qualité qui a la capacité d'avoir et de maintenir ses free cash flow stables. C'est la première chose. S'ils sont croissants, tant mieux, bonus. Mais avec ces free cash flow stables, est-ce que cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fait avec ses free cash flow? Est-ce qu'elle rachète des actions? C'est bien. Est-ce qu'elle a une énorme dette, donc auquel cas elle devrait d'abord se concentrer sur le remboursement de la dette? C'est ça que vous devez voir. Est-ce que le dividende qu'elle paye présentement, est-ce qu'il est judicieux? Or, les gens se limitent juste au dividende sans se poser la question du bien fondé de ce dividende, tout en oubliant que le dividende n'est même pas une obligation. C'est la pérennité de l'entreprise qui devrait vous intéresser et non la pérennité du dividende. Parce que s'il y a pérennité de l'entreprise, il y a pérennité du dividende. Les deux vont ensemble. Ils sont indissociables. C'est vrai qu'il y a des exemples extrêmes, par exemple, comme des compagnies chinoises ou japonaises qui ont énormément de cash qui ne le distribuent pas. Mais vous allez juste éviter ce genre de compagnie-là. Parce que c'est leur culture en général. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. OK? Et il y a très peu d'entreprises nord-américaines qui ont énormément de cash et qui ne le redistribuent pas. OK? Certaines également peuvent réinvestir ce cash-là à des taux de rentabilité plus élevés. Donc, il est préférable qu'ils gardent ce cash. C'est le cas de Berkshire Hathaway. Il vous dit littéralement que si vous recherchez un dividende, allez vous faire foutre. Moi, ici, j'ai la capacité et j'ai l'assurance que je peux générer de l'alpha en réinvestissant ce cash-là. Parce que si je paye un dividende, la première personne qui va en bénéficier, c'est moi-même. D'accord? Or, en payant un dividende, il y a une double taxation. D'accord? Non seulement on a déjà taxé les bénéfices nets, et après, quand je reçois un dividende, on me taxe encore sur le dividende. Or, sauf si vous êtes dans un compte enregistré ou des choses comme ça, mais ça, c'est totalement différent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous allez remarquer qu'en rachetant les actions, je ne suis pas taxé. D'accord? Et ça a le biais d'agir comme un dividende. Vous ne le voyez peut-être pas parce que les multiples auront tendance à changer. Donc, ça dépend maintenant des caprices du marché. Mais tôt ou tard, ce dividende-là aura tendance à... Tôt ou tard, le marché va reconnaître la valeur d'une entreprise. J'ai une entreprise, par exemple, comme Dillard. Dillard, ici, a une particularité. Ils possèdent tous leurs bâtiments. C'est une industrie qui est, entre parenthèses, en décroissance, donc les department stores. Mais Dillard a toujours été bien géré comme department store. Ils ont toujours eu des free cash flow. Et à un moment donné, ils se vendaient à peu près un niveau de free cash flow de 3 fois les free cash flow. Or, ces free cash flow sont stables. Ces free cash flow-là étaient stables. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Dillard a racheté massivement ses actions. Il ne distribue pas de dividendes. Hein. Il ne distribue pas de dividendes du tout. Mais il rachète massivement leurs actions. Je vais vous donner la courbe de leur achat d'actions. C'est la même chose avec United Yield. Vous allez voir qu'ils ne distribuent pas un gros dividende, mais ils rachètent massivement leurs actions. Regardez Dillard. Rachat d'actions massif. D'accord? C'est 6% de décroissance ici. Techniquement, si vous regardez bien, c'est un rendement c'est à peu près un rendement de 6% en termes de dividendes, si vous regardez bien. D'accord? Et une décroissance des dividendes. Et qu'est-ce que ça a occasionné? Bénéfice net par action croissant.
D'accord? Donc, quand vous regardez ici le bénéfice net par action, le earning per share ici, vous voyez qu'il est de plus en plus croissant. Mais on va plutôt prendre la note ici des free cash flow parce qu'en réalité, cette entreprise avait énormément de free cash flow. Vous voyez que les free cash flow était de plus en plus croissant, d'accord? Donc, il faut faire attention même à celui-ci. Je ne pense pas que ce logiciel-ci soit à jour au niveau de l'augmentation de ces free cash flow. Mais de toutes les façons, hein, vous avez une entreprise ici, même si c'est changé à 6 dollars par action, d'accord? À 6 dollars par action en termes de bénéfices nets ici, même si vous prenez un multiple de 10 fois les free cash flow, ça représentait 60 dollars. Et du jour au lendemain, boum, elle a explosé littéralement. Elle n'est pas surévaluée en date d'aujourd'hui, hein. Je vous dirais même qu'elle est correctement évaluée. D'accord? C'est vrai qu'elle a connu également une période assez faste avec le Covid, etc. Même si ça tend à diminuer ici, mais c'était une opportunité d'investissement. Il y a énormément d'entreprises comme ça qui rachètent leurs actions. Donc, je sais que vous aimez les dividendes, mais pensez en termes de rendement sur coût, si vous voulez. Le rendement sur coût, généralement, vous le voyez voilà, après 10 ans plus tard, quand vos dividendes augmentent et vous dites que, OK, quand moi j'ai acheté cette compagnie-ci, j'avais un dividende de 1%, mais par rapport à mon prix d'acquisition, ce dividende en date d'aujourd'hui, vu qu'il a augmenté, ça me donne, il y aura un dividende de 10%. Mais en réalité, tu ne te rends pas compte que peut-être même quand tu as acheté cette entreprise-là, ton free cash flow yield était déjà de 10%. Donc, ça dit que ton dividende potentiel était de 10%. Et c'est ça qui est important. Ici, United Yield, son dividende yield est de 1,23%, n'est-ce pas? Mais en réalité, son véritable dividende, son potentiel de rendement est de 4,25%. C'est vrai qu'elle ne va pas vous distribuer la totalité de ce yield-ci, mais ça vous laisse déjà savoir qu'on peut aller jusqu'à 3%. Donc, ça veut dire que si je vais acheter cette compagnie-ci, je vais l'acheter avec un free cash flow yield plus élevé. Donc, elle, ça ne veut pas dire qu'elle ne me distribue pas de dividendes depuis plusieurs années. Donc, son dividende ça ne veut pas dire que son dividende est insignifiant. Parce que cette compagnie rachète massivement ses actions. Si vous regardez bien, elle rachète massivement ses actions. Et c'est la même chose avec McKesson, ces genres de compagnies-là. Le dividende, c'est bien, mais regardez plus loin que le bout de votre nez. Je ne vous demande pas d'acheter des compagnies qui n'ont pas de dividende. Je vous demande de réfléchir en termes de rendement des free cash flow. C'est ça qui est important. Et en vous forçant à réfléchir sur le rendement des free cash flow, ça va vous forcer à réfléchir sur le coût, le prix payé pour une entreprise. J'entends souvent les gens dire tout et n'importe quoi par rapport à la valorisation des compagnies. Tu achètes juste, tu fais du DCA. Mais tu ne prends pas en considération le fait que cette compagnie était dans un environnement où la croissance était élevée. C'est la raison pour laquelle le prix a été aussi, le rendement, l'investissement était aussi rentable dans le passé. Mais ici, on n'investit pas dans le passé, mais pour l'avenir. Et c'est vrai, c'est bien de se baser sur le passé pour essayer d'estimer l'avenir. Mais de toutes les façons, ça sera 100% faux. Déjà. Donc, il faut avoir un range de valeur, à savoir, OK, en date d'aujourd'hui, vu que je sais que le futur est incertain, je veux me protéger. Je ne veux pas acheter une compagnie qui a un rendement de 4,25% parce qu'elle s'appelle peut-être Coca-Cola. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais acheter Coca-Cola à 3,91%. J'exige un free cash flow yield plus élevé. Et si on ne me donne pas un free cash flow yield plus élevé, allez vous faire foutre avec Coca-Cola. Je passe à autre chose. Je ne paye pas 25 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. D'accord? Jamais de la vie, même si je t'appelle Coca-Cola. Et le narratif selon lequel le dividende est croissant depuis plusieurs années, blablabla, c'est des conneries. C'est pas ça qui est important. Le dividende est croissant. Il peut me continuer avec croissant. De toute façon, il reste encore 3,91%, c'est le maximum ici en date d'aujourd'hui. Vous êtes encore à 2,72. On peut encore aller plus loin que ça. Mais on n'ira pas peut-être plus loin que 3,91% s'il n'y a pas de croissance des free cash flow. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui importe. Je vous ai déjà pris l'exemple d'Apple. Apple ici avait déjà un rendement sur coût plus élevé. Par exemple, quelqu'un qui achetait Apple ici en 2018 ici, l'achetait avec un rendement un free cash flow yield de 10%. 10%. Et encore, le free cash flow a même augmenté. C'est-à-dire que par rapport à votre coût d'acquisition à cette période-là, votre yield aujourd'hui en termes de free cash flow est plus élevé que ce qui est affiché ici. Actuellement, les gens ont un free cash flow yield de 3,94%. D'accord? Mais vous, admettons que vous l'avez acheté à $40 l'action. D'accord? $40 l'action, ça distribue à peu près $3 par action en termes de free cash flow. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est $7 par action. Donc, $7 divisé par 40. Ça veut dire que votre rendement des free cash flow est de 17%. Pendant que quelqu'un aujourd'hui va l'acheter à 3,94%. Pourquoi? Parce que vous avez acheté l'entreprise au bon moment. D'accord? C'est tout ce qu'il faut faire ici. Acheter au bon. Le but du jeu, ce n'est pas de dépenser le plus d'argent possible pour générer du rendement. Non. Le but, c'est de dépenser le moins d'argent possible pour générer du rendement. Donc, quelqu'un peut dépenser $1,000 tout en ayant un rendement de 50%, alors quelqu'un va venir, avec une autre personne peut dépenser ici à peu près $10,000 pour avoir un rendement de 5%.
À la fin de la journée, celui qui a dépensé 1 000 $ pour 50%, voilà, il peut légèrement, il peut se comparer à celui qui a dépensé son 10 000 $ pour 5%. Parce qu'à la fin de la journée, moi, mon 50% ici de rendement, c'est 500 $. Et toi, avec 10 000 $ d'investi, tu as également le même 500 $ que moi, mais tu as dépensé 10 000. Moi, j'ai dépensé 1 000 $. Et donc, ça veut dire qu'il me reste 9 000 $ que je peux mettre ailleurs. Imaginez que j'ai fait de bons placements comme ça plusieurs fois. Et je sais que les gens pensent souvent du genre, ok, c'est difficile voilà, c'est difficile d'analyser une entreprise, machin, mais comment font les meilleurs? Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Ils font une chose que nous, on ne fait pas. Ils vont plus loin que le bout de leur nez. Ils lisent les rapports financiers, ils comprennent l'entreprise et ils font toujours des erreurs, même en le faisant. Nous, on va se limiter uniquement à la croissance dividende. Je ne lis même pas anglais, mais j'ai investi dans une compagnie américaine sans prendre en considération les risques. J'ai investi dans une compagnie française, je ne lis pas les rapports financiers. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un rendement élevé et tu t'étonnes d'avoir le rendement, tu t'étonnes d'avoir des résultats présentement, c'est ce genre de résultats, et tu t'étonnes d'être en plein doute quand le prix de l'action baisse. Donc, faites attention. Faites attention. On est en train d'intégrer dans vos têtes ce que moi j'appelle c'est un cancer, le DCA. Il faut bien le faire. Et il est mal, la façon dont on vous l'explique, c'est la mauvaise manière de gagner de l'argent. C'est un argument marketing. Et je n'ai aucun problème avec ce DCA-là. Je peux faire du DCA quand une entreprise est correctement évaluée, tout en sachant qu'elle est correctement évaluée. Mais si je fais du DCA sur une entreprise qui est surévaluée, je dis bien surévaluée. Par exemple, il y a des gens qui vont peut-être acheter, voilà, American Tower, d'accord, que moi je considère comme étant une entreprise surévaluée. D'accord? C'est une belle entreprise qui a de l'avenir, mais je ne l'achèterai pas à ce prix. Enfin, quand je dis surévaluée, elle est même correctement évaluée, on peut se dire comme ça. Mais il y a des entreprises qui sont littéralement, voilà, à des prix très, très élevés parce que les gens aiment cette entreprise et ils se disent que ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Non, achetez-les à un bon prix. LVMH est à un bon prix. LVMH est à un bon prix, mais également, il y a des risques. D'accord? Si vous allez analyser l'entreprise ici, vous constatez qu'ok, pendant que tout va mal, elle fait bien. Et ce n'est pas parce que c'est du luxe qu'on va l'acheter à n'importe quel prix. On l'achète, on reste patient. Quand l'opportunité se présente, on ajoute. Quand l'opportunité se présente, on ajoute. Ainsi de suite. D'accord? On ne l'achète pas tous les mois. Non. Achetez-les uniquement à des niveaux intéressants. D'accord? S'il n'y a pas de niveau intéressant, gardez votre argent ou passez à autre chose. OK? Donc, le but de la vidéo n'était pas d'aller jusqu'à ce point-là. Déjà, j'ai même oublié par rapport à l'entreprise dont on parlait ici, c'est Amerco. Donc, excusez-moi, c'est Outfront. Donc, Outfront ici reste une opportunité d'investissement au prix actuel. OK? Donc, je vais vous dire ici que c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Au prix actuel, je ne dirais pas que, voilà, on n'a pas de... Je ne dirais pas que le prix est extraordinairement élevé. C'est un prix assez correct en date d'aujourd'hui. Vous aurez un rendement de 6,74%, ce qui est une bonne chose. Et ce dividende-là, il est safe parce qu'il représente à peu près un payout ratio aux alentours de 62%. OK? Donc, il est assez safe ici. Donc, il reste à peu près assez d'argent pour rembourser la dette ici. Donc, si on se fie juste à ce qu'on voit ici, on va se dire que le prix actuel est une aubaine. Si on rembourse la dette, on aura moins d'argent à dépenser pour les intérêts et on aura plus d'argent disponible pour augmenter le dividende. Donc, on a un excellent prix d'entrée en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme on s'est dit, la valeur de cette entreprise est autour de 18,60 $. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie.